Bonjour! Alors aujourd'hui, on va vous raconter une petite histoire. Ou plus exactement, l'un des contes de pluie et de lune d'Akinari. La raison en étant essentiellement qu'en relisant ce conte récemment, je me suis rendu compte que non seulement ça ressemblait assez pas mal, merci, à une certaine problématique que j'ai pu vivre les derniers temps, mais que c'est même pas la première fois, en plus, imaginez-vous donc, que j'ai donc l'impression de me retrouver dans ce genre de situation. Mais tout d'abord, en guise d'introduction, j'aimerais vous lire un premier préambule d'Akinari, soit celui d'un autre conte qui s'intitule Le chaudron de Kibitsu. Je commence à lire, j'expliquerai après. Une femme jalouse est difficile à vivre, mais parvenue à la vieillesse, on reconnaît ses mérites. Ah, de qui sont ces paroles? Même quand le dommage de la jalousie féminine n'est pas excessif, c'est un obstacle aux affaires du mari. C'est la ruine de tous ses biens, et il est malaisé d'éviter la médisance des plus proches voisins. Mais lorsque le dommage atteint de grandes proportions, c'est la perte d'une famille, la ruine d'un pays, et d'âge en âge, la dérision de tout l'Empire. On parle bien sûr de l'Empire japonais. Ceux qui, depuis les origines, furent les victimes de ce poison, on ne sait combien ils furent. Quant à l'espèce de celles qui, après la mort, se changent en serpents monstrueux, ou qui, brandissant la foudre, assouvissent leur vengeance, dût-on mettre en saumure leur chair lacérée, que ce serait encore insuffisant. De tels cas sont rares. Si le mari prêche d'exemple, en réglant convenablement sa propre conduite, il l'aura, par le fait même, écarté ses soucis, tandis que, par une conduite frivole, même passagère, il ne fera que stimuler le naturel pervers de sa femme, en voulant dire plus exactement ce défaut naturel de la femme, mettons, et c'est lui-même qui aura appelé son propre chagrin. Je commencerai donc par préciser que c'est la raison pour laquelle j'ai lu cette première entrée, salut Dani, en matière, c'est non pas pour ce qui est en rapport à la jalousie en tant que telle, la jalousie féminine, on s'entend, mais ce rapprochement qui est fait entre la femme et le serpent, ne serait-ce que dans la mythologie japonaise médiévale, on va dire. Hein? Puis comme la possibilité qu'une femme se change en serpent, ou soit un serpent déguisé finalement. Deuxième entrée en matière. Ceci, en fait, là, c'est dans un autre conte qui est le Capuchon bleu, et puis qui est en fait, qui tourne autour d'un moine possédé, si on veut, un moine devenu fou, et qui, hein, dans la plupart, non seulement en Orient, mais dans la plupart des traditions anciennes à travers le monde, souvent, la possession, la folie, hein, c'est censé être aussi vu comme étant l'œuvre d'un démon. Fait que donc, ou comme dans le cas du Japon particulièrement, il y a des autres qui appellent ça devenir un démon carrément. T'sais. Mais là, c'était un moine qui devient un démon, c'est ça qui était question, donc c'était la spécificité de la chose. Comme on le voit avec ce témoignage, cette réaction de surprise d'un autre moine quand il apprend ça. En ce monde, il est des événements bien étranges. En règle générale, les êtres qui, nés humains mais ignorant l'ampleur de l'enseignement des Bouddhas et Bodhisattvas, achèvent leur vie dans la sottise et l'opiniâtreté, sont entravés par les forfaits dus aux passions et à la malignité. Ils assouvissent leurs ressentiments, tantôt changeant en démons, en serpents monstrueux, ils accomplissent leur malédiction. De l'Antiquité à nos jours, les exemples en sont innombrables. Il y a ceux aussi qui, de leur vivant, se transforment en démons. Une dame du palais du roi de Chu devint serpent, la mère de Wang Hang devint démon féroce, la femme de Wang Cheng devint papillon de nuit. Un peu comme dans la mythologie germanique. Jadis encore, certains moines, en voyage, s'étant arrêtés pour la nuit dans une misérable cabane, la pluie et le vent faisaient rage en cette nuit-là, et dans cette angoisse de solitude, sans même une lampe, il était là sans parvenir à dormir, quand, au fond de la nuit, quelque chose qui faisait entendre le bêlement d'un mouton, au bout d'un moment, pour s'assurer du sommeil de moine, le flaira avec instance. Le moine trouva ça suspect et
Quand du bâton de méditation posé à son chemin, il lui a sonné un grand coup. La chose s'écroula sur place en poussant un grand cri. Au bruit, la vieille hôtesse vint avec une lampe allumée. Et il vit qu'il y avait là une jeune femme effondrée à terre. La vieille, tout en larmes, la priait de lui laisser la vie. Ça ressemble un peu aux histoires de loup-garou dans le Moyen-Âge aussi. Que faire? La laissant là, il quitta cette maison. Plus tard, l'occasion se présentant, il passait de nouveau par ce village. Et voici qu'au milieu des champs, un grand nombre de gens étaient rassemblés et regardaient quelque chose. Le moine s'était rapproché, ayant demandé tout ce qui se passait. Les villageois lui racontèrent qu'ils s'étaient emparés d'une femme changée en démon et qu'ils étaient en train de l'enterrer. Toutefois, il s'agit là toujours de femmes, et je n'ai jamais eu connaissance d'un cas de ce genre à propos d'un homme. En général, c'est sous l'effet, c'est pas moi qui parle, c'est Akinari, de l'opiniâtreté de leur nature que les femmes se métamorphosent en de tels répugnants monstres. Voyons-le ici, dans le contexte du Québec actuel, comme une sorte de métaphore, tu sais, qu'une femme puisse devenir sous l'effet de je ne sais quelle souffrance ou de répéter, elle vient à se comporter d'une façon qui tienne plus du serpent ou du démon ou du dragon que celle d'un homme ou d'une femme, finalement. T'sais. Un peu comme quand on pourrait faire le rapprochement avec les supposés, les allégués reptiliens, indépendamment de si c'est vrai ou pas, seraient des êtres au cœur froid, au sang froid, tu comprends? Fait qu'ils s'en foutent un peu de ce qui t'arrive, puis pas rien qu'à des fois. Parmi les hommes, pourtant, tu vois, il reconnaît quand même, il y eut bien un certain Machumeu, vassal de l'empereur Yang de Sui. Aimant la chair de jeunes enfants, il enlevait en secret les enfants du peuple, les faisait cuire à la vapeur et les dévorait. Mais c'était un cas de barbarie répugnante, différent de celui que vous m'avez exposé. Quoi qu'il en soit, si ce moine est devenu un démon, ça doit être sous l'effet des causes du passé. Ceci dit, lui qui excellait dans les pratiques ascétiques, et puisqu'il s'appliquait sincèrement à servir les Bouddhas, s'était hélas chargé de ce garçon, parce qu'il y avait un garçon qui avait pris son service, puis il avait développé un attachement un peu trop fort, disons, à ce garçon-là, il pouvait devenir un bon moine. Une fois engagé dans la voie trompeuse des passions, sous la violence des tourments causés par les actions commises dans les ténèbres, il s'est métamorphosé en démon. Cela aussi, c'est le fait d'une nature obstinée dans son idée fixe. Là, je vais commencer, enfin, le vrai conte en question, tout en, en précisant une dernière chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous connaissez un peu la mythologie, le lien qui est souvent fait entre la femme et le serpent, ne serait-ce que dans la Bible elle-même, la Genèse, parce que, tu sais, il y a comme une affinité entre le serpent et la femme. C'est à la femme que le serpent va parler, tu sais. En plus, quel que soit le nom qu'on peut donner à ce serpent-là, bien sûr. En plus, c'est une chose connue que j'invente pas, que dans la plupart des mythologies anciennes, le serpent est en fait une métaphore, si tu veux, un symbole de fertilité. Ce qui, encore là, la rapproche de la femme. En plus, on pourrait noter le côté onduleux, tu sais, là, les courbes du serpent, ça se rapproche plus de la physionomie féminine. Je dis pas, OK, j'affirme quelque chose, je fais juste observer pourquoi que ce genre de parallèle-là a pu être fait à travers les temps. OK. Fait l'impure passion d'un serpent. Dans une époque quelconque, au Japon bien sûr, il y avait un homme du nom d'Oyano Takesuke, et qui se trouvait à avoir, pour ainsi dire, la fortune de la mer, de telle sorte, puisqu'il entretenait un grand nombre de pêcheurs qui, eux, prenaient en abondance toutes espèces de poissons, et de telle sorte que sa maison vivait dans la prospérité. Il y avait 2 fils et une fille. L'aîné, Taro, était un garçon honnête qui exerçait la profession familiale. La seconde, la fille, avait été prise en mariage par un homme de Yamato et s'en était allé vivre là-bas. Tandis que le troisième avait pour nom Toyo. Il était d'un tempérament paisible. Il ne se plaisait à tout faire pratique aux manières de la capitale, pour ainsi dire. Il n'avait donc aucune disposition pour la vie pratique. Son père, ça l'inquiétait un peu. Il se disait, ouais, si j'y donne sa part des biens de la famille, celle-ci aura tôt fait passer en d'autres mains, en voulant dire qu'il ne saura pas gérer son argent, il ne saura pas faire fructifier rien.
que si par ailleurs il faisait adopter comme héritier dans une autre famille en le mariant à une jeune fille, il aurait probablement ennui d'entendre des réflexions désagréables. De telle sorte qu'il s'est dit, ben, je vais juste le laisser se développer et agir à sa guise, qu'il devienne donc, il a juste à devenir un lettré, et donc ultimement un moine. Puis toute sa vie, ben c'est ça, il va être à la charge de l'aîné, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, comme on va le voir plus tard. Aucune décision n'a donc été imposée, chanceux lui. Toyo a ainsi pris comme maître un certain prêtre d'un certain temple pas loin, et est allé étudier chez lui. Or, dans la dernière décade de la 9e lune, la mer, qui ce jour-là était d'un calme plat, sans la moindre agitation, soudain donna naissance à de gros nuages au sud-est et une pluie fine s'est mise à tomber en bruine. Juste comme Toyo était en train de prendre le chemin pour retourner chez lui à partir de chez son maître. En fait, comme il allait le faire, parce que là, en voyant ça, il a emprunté un parapluie, il a pris le chemin du retour, mais pendant qu'il était sur à peu près à mi-chemin, la pluie s'est mise à redoubler. Il a donc gagné une petite cabane de pêcheurs, il était rendu sur, on va dire, les terres de son père, là, et qui se trouvait là. Le propriétaire, un vieillard, en sortit en se traînant, puis en disant « Tiens, monsieur, le jeune fils de notre maître, je suis confus que vous veuillez pénétrer en un lieu si misérable. Je vais vous étendre ici. » Puis là, il nettoie pour lui une natte de paille toute tachée qui déploie par terre. « Je me reposerai juste un moment. Pourquoi vous déranger? Ne vous affairez point ici, répondit Toyo. En dehors, une voix agréable, féminine, s'éleva. « Faites-nous la grâce de nous abriter un moment sous ce toit. » Et il tourne la tête, puis il voit qu'en fait, il voit arriver dans la cabane du pêcheur, elle aussi, une femme de moins de 20 ans. Mais tu sais, là, les traits de son visage, l'arrangement de sa coiffure, il était splendide. Elle était vêtue d'une robe de couleur délicate, à motif de montagne lointaine. Il y avait une petite servante proprette de 14 ans ou 15 qui portait un paquet et qui l'accompagnait. Quand cette femme, avec tout son air trempé et abattu, a aperçu Toyo, son visage soudain s'empourpra. Et sous le charme de cette apparente confusion, involontairement, le cœur du jeune homme tressaillit. Fait qu'en même temps, il se disait, tu sais, qu'est-ce qu'une personne de cette distinction peut faire dans les environs? Si elle avait vécu par ici, ça fait longtemps qu'on l'aurait connue, ça devait être donc une personne de la capitale qui devait être venue faire un pèlerinage aux Trois-Monts et qui se promenait ici sans doute par goût pour la mer. Mais c'était drôle quand même, tant qu'à ça, qu'elle n'ait pas amené avec elle un quelconque domestique homme. Fait que, tout en faisant ces réflexions-là, il recule un peu et il disait « Veuillez entrer séant, la pluie va sans doute cesser bientôt. » À ce à quoi répond « Veuillez m'excuser pour un moment, dit la femme, et comme le logis était guère spacieux, elle se retrouva tout contre lui. Elle gagnait encore à être vue d'aussi près, et à cette beauté inimaginable chez une personne de ce monde. Il se tourna vers la femme pour lui faire une sorte de... pour un peu la courtiser, on va dire, puis il dit « Vous qui me semble, devez être une personne de qualité. Sans doute faites-vous le pèlerinage des Trois-Monts, à moins que peut-être vous ne vous rendiez aux eaux de la cime, sur une grève désolée, telle que celle-ci. Quel site êtes-vous donc venu admirer? » Là, il récite un petit poème qu'un bon lettré qui avait appris, qui lui paraît donc rendre véritablement l'ambiance de ce jour. Il dit « Cette maison est misérable, mais c'est celle d'un homme à qui mon père s'intéresse. Tout à votre aise, laissez passer la pluie. À propos, où avez-vous pris logis? Puisqu'il serait incivil de vouloir vous accompagner, veuillez apporter ce parapluie. » La femme a répondu « Vous m'avez exprimé des sentiments qui m'ont fait grand plaisir. Au feu d'une telle sollicitude, je vais certes me sécher. Je ne suis pas du tout de la capitale, j'habite près d'ici depuis des années. Mais journée que celle-ci, monsieur, je suis allé en pèlerinage au temple de Nashi. C'est alors qu'effrayé par cette subite averse, et ignorant bien entendu que vous y abritiez, je me suis trouvé contrainte d'entrer ici en passant. Comme c'était pas loin d'ici, je m'avais m'en aller après cette brève accalmie. Mais là, il s'est fait pressant. Là. Il dit non, apporte ce parapluie. Je viendrai le rechercher à un autre moment. Là. Puis, au fait, votre demeure est dans quel coin? Quelqu'un ira le rechercher de ma part. Elle dit dans le parage du Temple Neuf, vous demanderez la maison d'Agatha no Manago. Mais le jour décline. En témoignage de votre obligeance, je l'accepte donc et m'en retourne.
Fait que là, elle prend le parapluie, puis lui, pendant qu'il la suivait des yeux, emprunter lui-même un manteau puis un chapeau de pluie à son autre pour ensuite rentrer chez lui. Mais il ne pouvait plus oublier l'image de cette fameuse Manago. Et puis pendant qu'il s'était assoupi, en songe, c'est comme s'il avait eu l'impression de lui rendre visite, puis en voyant alors le portail d'une maison, puis une maison qui était une construction complètement majestueuse, puis d'allure imposante. Mais Manago était alors sorti à sa rencontre dans son songe, là, en disant « Je ne pouvais oublier votre générosité et me languissais à vous attendre. Veuillez entrer par ici. » Se disant, elle l'introduit dans ses appartements intérieurs, toujours en songe, là, puis elle lui offrit du saké, des fruits de toutes sortes, puis il finissait dans une agréable ivresse à se mettre côte à côte. Il dévisait là, appuyé sur leurs appuis-têtes, croyait-il donc, pendant que la nuit s'éclairait, il s'éveilla de son rêve. Ah, si ça pouvait être la réalité, pensa-t-il, puis troublé comme il était, il sort sans même déjeuner. Fait que là, il se rend au village du Temple-Neuf, il essaye de s'enquérir de la maison d'Agatha no Manago, mais il n'y avait absolument personne qui connaissait un nom de même, ou une telle personne, ou une telle famille, ou une telle maison. Fait que là, il continue, jusqu'au déclin du soleil, là, il s'est épuisé en recherche, quand là, la fameuse petite servante de Manago s'en va cheminant comme par hasard en direction de l'est. Fait que là, il lui dit « Où est donc la maison de la dame? Je viens lui rendre visite pour lui remettre le parapluie. » Elle dit « Veuillez... » Fait que là, elle fait une sorte de petit sourire, puis elle dit « Veuillez avancer par ici. » Peu de temps après, elle indique « C'est ici. » Puis en regardant l'endroit qu'elle indiquait, il voit là, que le portail était haute construction, la maison vaste, mais tout était exactement comme dans le rêve qu'il avait fait, jusqu'au moindre détail, avec les contrevents abaissés, jusqu'au store descendu, rien qui différait fait que, de ce qu'il avait vu en rêve. Fait que, interdit tout songeur, il franchit le portail. Fait que là, la petite servante entre en courant, elle dit « J'ai rencontré sur le chemin le propriétaire du parapluie. » Là, Manago, qui était bien sûr le propriétaire de la maison, elle dit « Où est donc ce monsieur introduit là ici? » Là, Toyo, il dit « Celui qu'on nomme Maître Abbé est le maître sur lequel j'étudie depuis des années. Profitant de ce que je me rendais chez lui, je me suis permis de venir reprendre le parapluie. Je me souviendrai de l'emplacement de votre demeure. Aussi viendrai-je sûrement vous voir une autre fois. » Mais là, Manago a dit « Maraya, surtout ne laisse pas sortir. Le parapluie d'ailleurs, n'est-ce pas de force que vous nous en avez fait la faveur? En revanche, nous vous retenons de force. » Mais tu sais, comme en blaguant, là, tu sais. Fait que ceci dit, se disant, elle le pousse par la taille, comme gentiment, comme pour jouer, là, tu sais, jusqu'à puis en l'introduire dans un endroit, un certain appartement, dans le fond, de cette habitation-là. Fait que là, tu sais, il voit que tout était ancien et de bon goût. C'était assurément pas l'habitation d'une personne de commun. Manago avait reparu, puis elle se tenait devant lui, elle disait « Pour une certaine raison, cette maison se trouve 100 mètres. Aussi ne puis-je vous traiter avec les égards convenables. Je ne puis vous offrir qu'une coupe de vin léger. » Il commence à boire un peu comme dans le rêve. Fait que, d'ailleurs, Toyo croyait rêver une fois de plus, se demandait s'il n'avait pas s'éveillé. Pourtant, que ce soit manifestement la stricte vérité, ne le surprenait pas moins. Tandis que les visiteurs et l'hôtesse commençaient à ressentir tous les deux les effets de l'ivresse, Manago se lève sa coupe avec puis d'une voix pure comme celle du rossignol. Elle dit « Si la confusion me retenant de dire mon histoire, j'en tombais malade, on ne manquait pas d'en accuser à tort quelqu'un. Dieu, ne prenez donc pas mes paroles pour des propos futiles. Né à la capitale, je fus tôt privé de mon père et de ma mère, et je grandis chez une nourrice. Puis un subordonné du gouverneur de cette province, un certain Agatha, me prit comme épouse et je vins ici avec lui. Et il y a déjà 3 ans. Au printemps de cette année, alors que le temps de service de mon époux n'était pas encore achevé, il succomba à un mal soudain. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé sans soutien. Ma nourrice de la capitale, elle, s'était faite nonne et j'ai appris qu'elle était partie, on ne savait où, pour se livrer à des pratiques religieuses, si bien que de ce côté-là non plus, je ne connaissais personne. Alors, plaignez-moi à votre générosité d'hier pour me donner un abri contre la pluie. J'ai pensé que vous deviez être un homme loyal. C'est pourquoi, dorénavant et pour le reste de ma vie, je souhaite me consacrer à votre service. Si vous daignez ne pas faire fi de mon indigne personne, que par cette coupe soit scellé le début d'un engagement de 1000 ans. Toyo,
comme cette femme, dès le premier instant, là, et à quel point elle avait troublé son cœur, tel l'oiseau, comme un petit oiseau qui est sur son perchoir, et il ne pensait qu'à sauter de joie. Mais là, il réfléchit 2 secondes, puis il se dit, ouais, mais là, je suis quand même pas mon propre maître. Puis en se rappelant que quand cette affaire, il n'y avait pas l'agrément ni de son père, ni de son frère. Fait que partager entre même que ça marchait. Fait que partager entre la joie et la crainte, il reste sur un moment, puis à hésiter. Fait que là, Manago en parut contrarié, puis il a dit, j'ai laissé échapper des sottises, inspirées par un méprisable cœur de femme, et je ne puis les reprendre, j'en suis confuse. Que n'ai-je abandonné au flot, ce misérable corps? Ce genre de... Ça peut faire paraître extrême, mais ça revient souvent dans ces contes japonais. C'est comme des formulations là, typiquement féminines. Dans ce contexte japonais médiéval. Que n'ai-je abandonné au flot, ce misérable corps? Trouver le cœur d'un homme est une faute grave. Mes paroles de tout à l'heure n'étaient pas propos futiles, cependant. Veuillez les tenir pour divagation due à l'ivresse et les laisser tomber à la mer. Là, Toyo, il répond... Hey, j'étais perspicace d'avoir vu en vous dès le premier abord une personne de qualité de la capitale. Moi qui grandis sous ces plages qui approchent la baleine, je devais entendre un jour de paroles si agréables. Si j'ai pas répondu aussitôt, c'est que dépendant d'un père et d'un frère aîné, je possède rien en propre, hormis mes ongles et mes cheveux. N'ayant aucun revenu qui me permette de vous épouser, je ne puis que regretter mon manque de ressources. Mais si, connaissant toutes les circonstances, vous voulez bien vous y plier, je ferai tout mon possible pour venir en aide. Sur le mont d'amour où Confucius même trébucha, l'on oublie ses devoirs et soi-même. Elle répond, il me suffit de connaître vos sentiments qui me donnent une grande joie. Malgré mon propre dénuement, veuillez séjourner ici de temps à autre. Voici d'ailleurs un sabre que feu mon époux appréciait comme un trésor sans pareil. Portez-le toujours à votre ceinture. Il examine l'objet qu'elle lui donnait en disant ça. Là, il voit que c'était un sabre long, incrusté d'or et d'argent, une pièce antique d'une trempe admirable. Je dis, commencer par un refus serait de mauvais augure. Il l'a donc accepté. Veuillez passer cette nuit ici, dit-elle, le pressant de rester. Là, lui, cependant, il dit, ben si je découche sans permission, mon père va me punir, puis c'est vrai. Demain soir, je trouverai un bon prétexte et je reviendrai. Puis il s'en est allé, alors, sans pour autant, bien sûr, une fois de plus, trouver le sommeil rendu chez lui. Taro, son frère, s'est levé de bonne heure le lendemain matin pour disposer ses pêcheurs, mais il a jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte de la chambre de Toyo. Il vit à la lumière de la lampe qui achevait de s'éteindre, qui avait un sabre étincelant posé à son chevet. Curieux. Où a-t-il bien pu trouver ça? Se dit-il avec inquiétude. Fait qu'au bruit qu'il fit en ouvrant brutalement la porte, Toyo se réveilla, puis voyant que c'était Taro, il dit « M'avez-vous appelé? » Il dit « Que signifie d'avoir posé cet objet étincelant à ton chevet? Cet objet précieux est déplacé dans la maison d'un pêcheur. Si le père le voit, il va te punir. Et comment? » Toyo dit « Ce n'est rien que j'ai acheté en gaspillant de l'argent. Je l'ai reçu hier de quelqu'un et je l'ai déposé ici. » Comment y aurait-il dans les environs quelqu'un pour donner pareil trésor? Ah, déjà que tu amassais d'impossibles grimoires chinois. Je trouvais que c'était du gaspillage, mais comme le père s'était laissé jusqu'à ce présent, je n'ai rien dit. Serait-ce que tu veuilles parader à la fête du temple avec ce sabre à la ceinture? Et quoi, t'es complètement fou? Ces éclats de voix étaient parvenus au père, qui s'était alors exclamé « Qu'as-tu encore fait, ce bon à rien? Amène-le ici, Taro! » Le père n'était pas nécessairement plus reposant que le frère. Il était... je disais que ça s'enligne bien tout ça. Hein? Où a-t-il bien pu trouver cela? Qu'il ait acheté une arme étincelante comme peuvent emporter les généraux. Voilà qui n'est pas convenable. Appelez-le devant vous et questionnez-le pour tirer cette affaire au clair. Oui, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça ne regarde pas bien son affaire. Fait que la mère de Toyo, apparaissant aussi dans tout ça, elle dit, elle essaie un peu de calmer les ardeurs des hommes, elle dit, à quelle fin as-tu acheté un tel objet? Riz et argent appartiennent à Taro. Que possèdes-tu, toi, que tu puisses dire à toi? Toi, que toujours nous avons laissé faire à ta guise, si pour de telles sottises tu venais de détester de Taro, ou donc, de par le monde, trouverais-tu un gîte? Toi qui as étudié des choses savantes, comment ne sais-tu pas des choses aussi élémentaires? Toyo répond, en vérité, ce n'est pas un objet que j'ai acheté. Pour une certaine raison, quelqu'un me l'a donné, mais mon frère y trouve à redire et me le reproche. Le père se met alors aussitôt à le gronder d'autant plus fort. Il dit, en récompense de quoi t'a-t-on fait un cadeau d'un tel trésor? Voilà qui est plus suspect encore. Allons, expose-nous tes raisons et sur l'heure. Là, il dit, cela me gêne de vous le dire sur l'heure. Je voudrais m'expliquer plutôt par personne interposée. Intéressante ancienne coutume japonaise.
qu'on pourrait assimiler au principe moderne de la médiation, et dont on devrait peut-être un peu mieux s'inspirer plus souvent tant qu'à moi. Fait que là, il dit, la voix du père se fait encore plus rude, il dit, ce qu'on ne dit ni à un père ni à un frère aîné, à qui donc dirait-on? Et là, ça commençait à vraiment monter le ton, fait que l'épouse de Taro, la belle-sœur de Toyo, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, est intervenue pour apaiser tout le monde en disant « Quelque sotte que je sois, je vais l'entendre. Entrez donc. » Toyo se leva puis entra chez elle. Puis là, il expliquait « Même si mon frère n'y avait trouvé à redire, j'étais résolu à m'en ouvrir en secret à ma sœur aînée. C'est là que ces accusations m'ont pris de court. La femme de telle et telle, qui se trouvait dans une position difficile, m'a demandé ma protection et c'est elle qui me l'a donnée. Ne connaissant rien de la vie, j'ai agi sans même en avoir la permission. Comme c'est là un motif grave susceptible de me faire chasser de la maison, veuillez, ma sœur aînée, me prendre en pitié. Moi qui, à présent, ne fais plus que m'en repentir. » La dame sourit puis lui dit « Qu'un jeune homme comme vous passe ses nuits solitaires, il y a longtemps que je le regrette. La belle affaire. J'ai beau n'être qu'une sotte, je tâcherai de leur faire bien prendre la chose. » Tu vois qu'il était bonne pour s'auto-dévaloriser les femmes japonaises et les femmes nobles de plus haute naissance, quasiment encore plus. C'est assez qu'exactement, d'autant plus le contraire dans le Québec moderne, non? Fait que, expliquant tout cela à son mari, à Taro, elle lui dit « Que la situation soit telle et telle, ne trouvez-vous pas que ce soit heureux? Expliquez-vous-en adroitement à monsieur votre père. » Taro, il s'est mis, en entendant toute l'histoire détaillée comme ça, à « Salut Joe », à froncer les sourcils, puis en disant « Curieux, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait un Agatha parmi les subordonnés du gouverneur de cette province. Puisque notre famille a charge de ce village, un peu comme dans une bonne féodalité, hein? C'est tout divisé là, en morceaux, il était possible que nous n'ayons été informés de la mort de cet homme-là. D'abord, apporte-moi le sabre. » Donc là, sa femme lui a apporté, il l'examine soigneusement. Il dit, puis là, il pousse en poussant un long soupir, il dit « C'est là une affaire effroyable. Récemment, un seigneur ministre de la capitale, pour accomplir un vœu, a offert au Gonjen, c'est comme un des dieux subalternes, si on veut, dans le shintoïsme, là, qui est la religion nationale des Japonais, du temple, une multitude d'objets précieux. Or, ces objets précieux et sacrés ont disparu subitement de l'intérieur du trésor du temple, et de ce fait, une plainte a été déposée par le grand prêtre auprès du gouverneur de la province. Sur l'ordre du gouverneur, désireux de retrouver le voleur et de s'en emparer, son lieutenant, Messire Bunya no Hiroyuki, s'est rendu à la résidence du grand prêtre et j'ai appris qu'il était en train de mener l'enquête avec un soin particulier. Ce sabre, de toute manière, n'est pas chose que puisse porter à sa ceinture un simple fonctionnaire subalterne. Salut Jesse. Je vais toujours le faire voir au père. Il prend le sabre, il va le porter à ce dernier, puis là, il s'exclame encore plus fortement. Il nous arrive telle et telle incroyable affaire. Quelle conduite envisager? Puis là, son visage se met à pâlir. Il dit, quelle honteuse affaire, lui qui n'a jamais arraché fût-ce qu'un poil. En voulant dire, il n'a jamais rien fait de sa vie. Par l'effet de quelle rétribution un cœur à ce point pervers lui est-il venu? Si la chose est révélée par un étranger, on exterminera notre famille. C'est vrai que tu vois que ça niaisait pas là, au Japon antique. En considération de nos ancêtres, en considération de nos enfants, nous n'avons pas aménagé un fils qui manque à ses devoirs. Demain, tu iras le dénoncer. Taro a attendu le point du jour pour se rendre à la résidence du grand prêtre. Il a exposé toute son affaire. Le prêtre a sursauté. En voyant le sabre, il dit « C'est bien cela, c'est l'objet que le gouverneur ministre a offert. » Fait que là, le lieutenant du gouverneur l'ayant appris, il dit « Je vais interroger encore pour faire la lumière sur ces objets disparus, qu'on l'appréhende. » Fait que, aussitôt, il y a une dizaine d'hommes d'armes qui sont partis, précédés par Taro. Pour aller arrêter Toyo, qui lui, l'air de rien, est en train de lire quand les hommes d'armes vers lui pour l'appréhender. Ils disent « Quel est donc mon crime? » Mais sans l'écouter, ils l'ont tout ligoté, puis pour le traîner dehors. Le père, la mère et son épouse ne faisaient que se lamenter et en étant éperdus. Ils disaient « Quelle honte! Les autorités te convoquent! Vite, marche! » Fait que, il y a pas mal tout le monde contre lui, là, tu sais. Fait que là, les hommes d'hommes l'encadrant, ils l'amenèrent.
en fait, en le chassant pratiquement devant eux jusqu'à la résidence du lieutenant du gouverneur, qui a alors considéré Toyo d'un air irrité. Il dit « Tu as volé le trésor d'un dieu. C'est là un crime sans exemple contre l'État. Ce n'est pas tout. Ces objets précieux de toutes sortes, où les as-tu cachés? » Tu sais, les autres objets, vraiment dit. Dis-le clairement. Toyo se rendit compte de ce qui lui arrivait, qui était vraiment dans la grosse merde, dans le fond. Puis il fondit en larmes en disant « Moi, je n'ai absolument pas commis de vol. C'est en telle et telle circonstance que la femme de certain Agatha m'a remis ce sabre en prétendant que c'était celui qui portait feu. Son époux, veuillez convoquer cette femme sur le champ et vous reconnaîtrez mon innocence. » Le lieutenant du gouverneur il était juste en fait de plus en plus irrité. Parmi mes subalternes, il n'y a jamais eu personne qui portait le patronyme d'Agatha. Mentir ainsi aggrave ton crime. Toyo, il répond, prisonnier comme je suis, pourquoi persisterais-je à mentir? Par pitié, veuillez convoquer cette femme et l'interroger. Le lieutenant du gouverneur se tourna vers ses hommes d'armes et dit, la maison d'Agatha no Manago, où se trouve-t-elle donc? Apprenez-le là et amenez-la. Les hommes d'armes y ont obtempéré. Poussant une fois de plus de Toyo, ils se rendirent à l'endroit qu'il leur a indiqué. Et voici ce qu'ils virent. L'endroit, finalement, qu'il avait vu Manago la veille, là, puis qu'il avait tout eu une petite soirée bien arrosée, là, puis qu'il avait échangé des vœux pour 1000 ans, puis il avait une imposante, vous souvenez-vous, là, maison, là, vraiment au goût du jour, comme on dirait aujourd'hui. Mais non, il arrive sur place, il voit les piliers de l'imposant portail s'en allant en pourriture, les tuiles de l'avant-toit en grande partie brisées étaient tombées, des mousses y poussaient et s'y suspendaient. L'endroit ne paraissait pas habité d'aucune façon. Toyo, à ce spectacle, était frappé de stupeur. Les hommes d'armes firent le tour de la maison en courant et rassemblèrent les proches voisins, un vieux bûcheron. Les hommes qui pilaient du riz se tenaient accroupis et perdus de terreur. Les hommes d'armes les interpellèrent. « Cette maison, qui donc l'habitait? Est-ce exact qu'il y ait ici la femme d'un certain Agatha? » Un vieillard, un forgeron, s'avançait en disant « Oui, j'ai jamais entendu le nom d'une telle personne. Là. Dans cette maison, jusqu'il y a 3 ans, un certain Suguri a vécu dans l'abondance, mais il s'est installé pour Tsukushi avec une cargaison de marchandises. Son navire s'est perdu. Depuis que ceux qui sont restés à la maison se sont à leur tour dispersés, personne ne l'habite plus. Mais on a remarqué hier que cet homme, ici, Toyo, il soit entré, puis qu'il s'en soit retourné ensuite de là, après un temps relativement long, ça nous avait tous intrigués. Fait que là, les hommes d'âme ont dit, quoi qu'il en soit, nous allons nous en assurer par nous-mêmes et nous ferons notre rapport au Seigneur. En ouvrant la porte, le portail d'une poussée, ils entrèrent. La maison de l'intérieur était encore plus délabrée que l'extérieur. Ils pénétrèrent toujours plus vers les appartements intérieurs. Le jardin avait été construit spacieux, l'étang avait presque plus d'eau, les plantes aquatiques en étaient toutes desséchées. Au milieu d'un fourré de broussailles écrasé, un grand pin abattu par le vent gisait, tragique. Comme ils ouvraient la porte à claire-voie de la pièce de réception, un souffle âcre les accueillit. Puis d'un mouvement de terreur, ils reculèrent. Toyo, lui, il restait sans voix, il faisait juste pleurer. Là, un des hommes d'armes, un certain Koshi no Kumagashi, homme intrépide, s'écria « Vous tous, suivez-moi, venez !» Puis là, foulant le plancher d'un pas rude, il s'avance. La poussière accumulée avait un bon pouce d'épaisseur. Au beau milieu des crottes de rats répandues un peu partout se dressait un antique rideau écran. Ça fait penser un peu à la scène dans Un enfant sacré du Tibet. Là. Derrière laquelle se tenait assise seule une femme pareille à une fleur. Pourquoi pareille à une fleur? Je comprends pas trop. Il dit qu'elle était comme, on dit une fleur, tu sais, comme un lotus quand on médite en position de lotus. C'est comme si elle ne bougeait pas. Il voyait une femme féminine derrière l'écran qui ne bougeait pas comme assise en lotus. Là, Kumagashi l'interpelle. « D'ordre du gouverneur de la province! Allons, venez vite! » Mais comme elle restait là sans répondre, avec quelle impudence, il s'approchait d'elle et se disposait à l'appréhender lorsque soudain, dans un fracas de tonnerre à fendre la terre, tous furent jetés au sol avant même qu'ils aient eu le temps de fuir. Ils constatèrent alors que la femme, où avait bien-elle pu aller, avait disparu. Sur l'alcôve, par exemple, il y avait des objets étincelants en ozone, tout tremblant, il y allait voir brocart de Corée, damas de Chine, tissu du Japon, soierie à trame serrée, bouclier, lance, carquois, fer debout. C'était bel et bien le trésor du dieu qui avait disparu. Les hommes d'armes firent emporter le tout et rendirent compte en détail de cet étrange événement. Le lieutenant du gouverneur et le grand-père comprirent alors que ça avait été l'œuvre d'un esprit démoniaque. Et aussi atténuèrent-ils les accusations portées comme Taillot, mais il fut pas exactement complètement absous du crime qu'il avait matériellement, techniquement commis. Il a donc été transféré à la résidence du gouverneur, enchaîné au fond d'une prison. Les Oya, la famille, là, père et fils, offrirent tout plein de présents, là, comme quand pour acheter sa caution, finalement.
en guise de rachat de ce fameux crime. Moyennant quoi, après une centaine de jours, ils obtinrent qu'ils ont pu faire en sorte qu'il ait été gracié. Toyo a alors conclu: si dans ma situation, je devais me mêler au monde, j'en serais couvert de honte. Je vais aller rendre visite à ma sœur qui est au Yamato, j'y demeurerai quelque temps. Puis sa mère y a répondu: en vérité, après une si terrible épreuve, on peut tomber gravement malade. Va donc et laisse passer quelques mois. Fait on l'a laissé partir, il est allé rejoindre sa sœur aînée qui était établie dans un lieu appelé Tsubaishi, dans la famille de marchands du nom de Tanabe no Kanetada. Il était bien content de voir arriver Toyo. Il le plaignait vivement pour toutes ses mésaventures. Puis, il a même dit: demeure ici pour toujours. Fait une nouvelle année, en le traitant avec prévenance. Une nouvelle année a commencé. Là, on est arrivé le 2e mois. Fait que là, eux autres, cet endroit-là, cette Tsubaishi, c'est proche d'un certain temple, celui de Atsutse, qui attirait plusieurs pèlerins. Puis, tu sais, un peu comme le tourisme là, moderne, là, tu vois qu'il y avait déjà ça dans le temps, au Japon médiéval, surtout autour des monastères, en fait. C'est vraiment c'est ce qu'il y avait comme destination touristique, mais ça valait pas pire en plus. Fait que, d'ailleurs, la maison Tanabe elle-même faisait le commerce d'objets pour offrandes, tels que cierges et mèches de lampe, puis tout ça. Puis, fait que, il y avait quand même une certaine affluence qui venait et dans cette ville-là et dans la maison des Tanabe. Fait qu'un jour, parmi les gens qui, dans l'étroite boutique, entraient et sortaient, une très belle femme suivie d'une petite servante et qui avait l'air d'une personne de la capitale en pèlerinage discret, entre en passant pour se procurer de l'encens. La fillette, pointant vers Toyo, a dit: mais c'est notre maître qui est ici. À ces mots surpris, Toyo regarde vers eux. C'était Manago et Maroya, sa servante. Ah, le monstre! S'exclama-t-il. Il se cacha à l'intérieur de la maison. Qu'a-t-il donc? Demandèrent Kanetada et sa femme. Ce démon est venu me poursuivre jusqu'ici. Ne l'approchez pas! Dit-il, ne sachant où se cacher, tandis que les gens s'affolaient. Mais où donc est-il? Là, Manago est entrée elle-même dans la pièce en disant: vous autres, ne vous troublez point. Monsieur mon époux, ne craignez rien. Au désespoir de vous avoir fait tomber dans le crime par mes sentiments, j'ai voulu rechercher votre retraite, vous expliquer mes raisons et vous rassurer. J'ai eu la chance de réussir à retrouver votre demeure. Ah, quelle joie de vous avoir rencontré et de vous voir. Vous, monsieur le maître d'océan, écoutez-moi bien. Et me comprenez, si j'étais un être fantomatique, que ferais-je dans ce grand concours de gens et par un si beau temps en plein jour? Ma robe à découture, exposée au soleil, j'ai une ombre. Ce sont des arguments valables, reconnaissez-le, et libérez-vous de vos soupçons. Toyo avait peu à peu repris ses esprits. Là, il est assez pour contre-argumenter. Il dit: tu n'es pas véritablement un être humain. Lorsque prisonnier, j'allais voir ta maison avec les hommes d'armes, lamentablement délabrée. Elle ne ressemblait guère à ce qu'elle était la veille. Dans ce logis digne en vérité de servir de repère à des démons, tu te trouvais seul. Comme ces hommes se disposaient à te servir, soudain un coup de tonnerre ébranla l'azur du ciel et tu disparus sans laisser de trace. Alors que j'ai vu ça de mes propres yeux, tu viens me poursuivre. Que vas-tu faire encore? Va-t'en et fais vite. Manago, versant des larmes, pour avoir l'air de victime qui fait pitié, lui dit: en vérité, vous avez quelques raisons à penser ici. Cependant, veuillez entendre un moment mes paroles à moi. Quand je sus que vous avez été convoqué par les autorités, je m'en ouvris à un vieillard, mon voisin, qui m'avait auparavant témoigné de la compassion. En toute hâte, nous avons donné à la maison un air abandonné. D'avoir fait retentir le tonnerre au moment où on allait se saisir de moi était quant à cela une trouvaille de Maroya. Je ne sais pas trop comment elle a fait, là. Par la suite, j'ai pris un bateau et m'enfuis vers Naniwa. Cependant, désireuse d'avoir de vos nouvelles, j'ai adressé mes prières au Bouddha de ce lieu, que, sous le signe de 2 cryptomères, nous avons été entraînés l'un vers l'autre par un courant favorable. Nous le devons certes à la vertu de la très haute miséricorde. Quant au trésor du Dieu, comment donc une femme pouvait-elle les avoir dérobés? Ce fut là une scélératesse de feu mon époux. Examinez bien mes explications, et veuillez ajouter foi, ne serait-ce qu'un peu, à mes sentiments, disait-elle en pleurant à chaudes larmes. Quand je dis que je me retrouve dans ce genre de conte de situation, c'est pas pour rien. Là. Tu vois, Toyo, même si c'est un lettré, il est intelligent, mais il se laisse berner facilement. C'était quand même de la boîte, ces explications-là, quand ils en regardent froidement. Là. Mais, le cœur aidant, laissant l'amour voiler un peu sa raison, il lui dit, quoi qu'encore partagé entre le doute et la compassion,
il était en fait mêlé, puis blablabla dans sa tête. Sauf que là, Kanata et sa femme, constatant les explications de Manago, eux autres, ils n'avaient pas vu ce que Toyo avait vu dans la maison, délabrée. Pour eux autres, les explications étaient claires, et en plus que ses manières étaient bien celles d'une femme, il n'y avait plus, eux autres, le moindre soupçon. Fait que, ils répondent: d'après le récit de Toyo, nous avions trouvé ces événements effroyables, certes, mais ils n'en étaient pas d'exemple en ce monde. Les motifs pour lesquels vous avez erré si loin à sa recherche sont touchants, et malgré et quoi que puisse en dire Toyo, finalement, nous allons vous garder. Fait qu'ils l'ont accueilli dans une pièce de leur maison. Il n'a pas fallu plus qu'une journée ou deux passer chez eux pour Manago, pour qu'elle puisse conquérir le cœur des Kanatada, le père et la mère, et supplia d'instamment intervenir en sa faveur. Touché par l'apparente sincérité de ses intentions, il pressait Toyo et finalement, ils conclurent le mariage. De toute façon, le cœur de Toyo, lui, il fondait de jour en jour. De plus que jamais, il était sous le charme de la beauté de Manago. Il échangeait des serments pour Mélanée. Puis, en ne faisant que maudire le retard de l'heure qui devait les réunir. Là, vers la 3e lune, Kanatada, il dit à Toyo et à sa femme: ouais, on va aller faire une belle petite promenade, là, justement, parce que c'est un bon... c'était un endroit où il y a plein dans le coin, il y avait plein d'endroits spectaculaires à visiter, là. Comme le mont Mifune, la rivière Natsunimi, qu'en temps ordinaire, je veux dire, on ne se lasse de contempler, là. Mais là, en plus, avec, tu sais, comme un peu là, les crues printanières, là, c'est encore plus spectaculaire. Fait que, mettons-nous en route. Fait que là, Manago répond: ah, ce lieu, tu sais, j'en ai entendu beaucoup parler. Sauf que moi, depuis mon enfance, chaque fois que je me trouve dans un endroit fréquenté ou que je parcours à pied un long chemin, le sang me monte à la tête, je souffre de pénible malaise. Aussi, ne puis-je partir à votre compagnie à mon grand regret? Je me languirai, soyez-en sûrs, de l'attente des souvenirs que vous me rapporterez. Et là, les époux y encourageaient: si vous aviez à marcher, vous en souffririez, certes. Nous n'avons pas de voiture, soit, mais en aucune façon. Nous vous laisserons fouler le sol. Je sais pas trop, il y aurait eu une sorte de baldaquin, je sais pas, les trucs pour transporter personnes nobles, tu sais. Si vous restez ici, quelle ne serait pas l'anxiété de Toyo, qui lui, de son côté, disait: quand il te parle avec tant de sollicitude, même si tu devais tomber en route, peux-tu ne pas venir? Quoi qu'à contre-cœur, elle s'est donc mis en route. Fait que là, ils ont joint comme un peu là, tous les gens qui s'en allaient vers cette destination-là, puis parmi lesquels il y avait des femmes magnifiquement vécues, mais or, pourtant, aucune ne paraissait en état de même rivaliser moindrement d'élégance avec Manago. Salut Myriam. Là, comme Kanatada il était en relation amicale avec un certain monastère en particulier, il s'est rendu en visite, puis le prieur les a accueillis en disant: ah, blablabla, tatata. Puis, ils se sont dit: ben, regardez, il a fait prendre un bon repas du soir, puis après ça, il y avait une certaine éminence, là, une certaine colline avec un beau point de vue qui était là, puis où est-ce qu'il y avait des cascades où les sites à voir sont les plus nombreux et les plus achalandés. Fait que, il dit: ben, allez donc voir ça, puis que là, il a demandé quelqu'un pour les guider vers là, il se met en route. Puis, à l'endroit où est-ce que se dressait jadis le palais des sorties impériales, dans un flot rapide qui saute les rochers et qui coule avec un bruit étouffé, il y avait des petites truites, excusez, qui remontaient le fil de l'eau, puis leur reflet éblouissant enchantait l'œil. Fait que là, ils se sont fait une espèce de pique-nique. Là. Ils ont éparpillé leur contenu dans leur boîte à provisions, puis en mangeant, ils se divertissaient. C'est alors qu'est surgi un homme, longeant la base des rocs. Ses cheveux étaient pareils à des écheveaux de chanvre filés, mais c'était un vieillard aux membres robustes. Il s'est avancé jusqu'au pied de la cascade. Tu vois que c'était une sorte de moine lui-même, là, austère et très âgé et avancé en sagesse. Là. Fait apercevant nos gens, il les dévisagea d'un air soupçonneux. Manago et Maroya, lui tournant le dos, faisaient mine de ne pas le voir. Longuement, le vieillard les fixa toutes les deux, tu sais, là, sans aucune gêne. Stupéfiant! Ces malfaisants démons!
Pourquoi égarez-vous les hommes? Les entendant grommeler ces mots, les deux femmes soudain se levèrent d'un bond et on les vit se précipiter dans la cascade. L'eau jaillit bouillonnante dans l'espace et au moment où elles disparurent, des nuages, tel un flot d'encre, se déversèrent sur le ciel. Une pluie aux traits entremêlés comme bambou au vent se mit à tomber. Le veilleur s'est mis à tranquilliser les gens qui s'étaient affolés. Ils descendaient avec lui, puis descendirent tous avec lui au village. Comme il se tenait blotti, ne se sentant plus vivre, sous son pauvre toit, au vieillard, là, le veilleur se tourna vers Toyo. À considérer attentivement votre visage, je vois que vous êtes tourmenté par ce démon caché. Et si je ne vous avais secouru, vous y perdiez la vie. Soyez circonspect désormais. Toyo touchant le sol du front, tu sais, en faisant, tu sais, comme les musulmans le font si bien devant Allah, il se mit à raconter son histoire à partir du début. « Veuillez préserver ma vie !» supplia-t-il avec crainte et déférence. Le veilleur dit, « De fait, ce démon malfaisant est un très vieux serpent. » Vous remarquez, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer quelque chose. Dans la, on va dire, la cosmogonie là, japonaise, là, à tout point le monde de leur contes et légendes, c'est pas seulement qu'ils vont dire « Ah, c'est comme un démon, il peut prendre la forme d'un serpent, exemple. » Les autres, ils vont dire « C'est un serpent. » C'est comme si c'est sa nature profonde. Ou, comme on va le voir plus tard, c'est d'un dragon, en fait. T'sais, un dragon, ça part même dans le Moyen-Âge chrétien, on va dire occidental, souvent c'était des synonymes. C'est comme si le dragon est la forme ultime, là, ou, on va dire méga, là, big size là, du serpent. Hein. Mais c'est pas juste ça. Il y a d'autres êtres similaires dans cette espèce de bestiaire-là. Comme exemple, les blaireaux et les renards. Mais eux autres, c'est plus des esprits blagueurs, des esprits, tu comprends, là, malicieux, qui vont faire toutes sortes de mauvais coups, un peu comme nous, les gnomes, les lutins. Mais ils vont pas dire... Ils vont vraiment les qualifier, ils disent, ça doit être encore l'œuvre d'un renard ou d'un blaireau, un repère où abondent les renards et les blaireaux. Mais ça ne veut pas dire que tu vas voir un renard et un blaireau. C'est comme des... C'est pas des vrais renards et blaireaux. Je sais pas comment ils voient ça, là, mais c'est comme si c'était une sorte de créature qui, typiquement, on va être, puisqu'elle est fondamentalement de nature, on va dire, plus énergétique, éthérique, va prendre la forme d'emprunt pour se cacher d'un renard ou d'un blaireau. Donc, même chose pour le serpent, mais ils vont dire ouais, il va bel et bien la désigner comme étant pareil à un serpent, comme dans sa nature profonde, si tu veux. Je ne sais pas si je vous ai plus mêlé qu'autre chose, mais bon, reprenons. Oui, comme je disais, de fait, ce démon malfaisant est un très vieux serpent. C'est un être de nature dissolue qui, dit-on, lorsqu'il s'accouple au taureau, met au monde la licorne. Lorsqu'il se joint à l'étalon, met au monde le cheval dragon. On ne sait même pas c'est quoi un cheval dragon. Qu'il est égaré vos sens, c'est encore, semble-t-il, qu'il aura été séduit par votre bonne mine. Si vous ne vous gardez bien contre un tel acharnement, il est à craindre que vous n'y perdiez la vie. Excusez, il y a une mouche. Ces mots nos gens, de plus en plus, éperdus de terreur, marquèrent au vieillard leur vénération. Nul doute qu'il ne fut lui-même un être surnaturel. Hein. Puis le salua comme tel. Le vieillard sourit, il disait « Je ne suis pas du tout un dieu, je suis un vieillard du nom de Tagima non Kibito au service au temple de Yamato. Je vais vous raccompagner un bout de chemin. Allons, venez. » Donc là, il se mit en route, puis nos gens s'en revinrent à sa suite. Le lendemain, Toyo, il a remercié le vieillard pour sa bienveillance, tout en lui offrant 3 pièces de soie de Mino, 2 balles de bourre de soie de Tsukubishi. Il a prié humblement de le purifier de l'emprise de ce démon, de cet esprit démoniaque. Le vieillard, il a accepté des cadeaux, tout en les distribuant aux servants sans rien retenir pour lui-même. Puis il se tourna vers Toyo pour lui faire l'admonester une dernière fois. En ces termes, il dit « L'immonde bête, séduite par votre bonne mine, vous tient dans ses rets. » Dans ses rets, R-E-T-S, bon. Vous, de votre côté, laissant s'égarer par sa beauté d'emprunt, vous avez manqué de fermeté de cœur. Si dorénavant, faisant preuve d'énergie virile, vous calmez votre cœur, point ne sera besoin pour mettre en fuite ces démons malfaisants de faire appel à mes forces. Il faut à tout prix calmer votre cœur. Voilà ce qu'il expliquait avec le plus grand soin. Toyo, qui avait l'impression de s'éveiller d'un rêve, se confondit en remerciements puis se rentra chez lui. S'adressant à Kanetada, il dit
Si mes sens ont été si longtemps égarés par cette bête immonde, c'est que je n'avais pas la rectitude de cœur. J'étais jusqu'à manquer à mes devoirs vers mon père et mon frère aîné. Il n'y a pas de raison que je sois à la charge de votre maison. Je vous suis fort obligé pour vos bontés et je vous reviendrai quelques jours. Puis là, il s'en allait repartir, sauf que son père est... En fait, il est parti, il est retourné chez lui. Là, son père et sa mère, quand ils ont appris tous ces événements terrifiants, ils plaignirent Toyo, d'autant plus qu'il n'y avait point comme il faut en tant que tel, ils s'en rendaient encore plus clairement compte. Mais en même temps, ils redoutèrent l'acharnement d'un tel esprit démoniaque. Voilà ce que c'est que d'être célibataire. Faisons-lui prendre femme. Tel fut leur projet. Au voyage de Shiba, il y avait un personnage qui était l'intendant du domaine. Puis là, pensant que telle fille serait pendant que sa fille, en fait, serait un genre possible, ils ont passé par un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des entremetteurs, là, mais c'était vraiment une vraie institution reconnue officielle au Québec, au Japon antique plutôt. Puis, fait que, tu sais, parce que, tu sais, c'était comme... Là qu'on voit que ça se passait pas comme aujourd'hui, là, c'était pas les réseaux sociaux pour les sites de rencontres. C'était-tu mieux, c'était-tu pire, c'était-tu pas pire, je ne sais pas. Fait que, mais tu sais, fait qu'il il se faisait présenter puis rencontrer l'un l'autre par l'intermédiaire de tels entremetteurs. Ce qui trouve surtout à rappeler aujourd'hui quand on dit « Ah, je les ai matchés » ou « Je vais vous matcher », là. On trouve ça bien drôle. Puis après ça, faire le chaperon. Mais et tu vois qu'il y a quand même une utilité, un rôle social archétypal qui existe à ce niveau-là. Mais dans ce temps-là, il était encadré et formel. Bon. Fait que là, à part cet entremetteur-là, le Toyo se met à rencontrer, à fréquenter, si on veut, la jeune fille-là. L'affaire prit bonne tournure et bientôt des promesses furent échangées. On fut partir à quelqu'un pour la capitale, au-devant de la demoiselle, qui s'appelait Tomiko, puis elle en revint toute joyeuse. C'était une personne parfaitement accomplie, et par son comportement en toute chose, de même que par l'éclat de sa beauté. Toyo, fut reçu chez elle, puis quand il l'a vue, il a dit qu'elle était très belle, il ne laissait rien à désirer, mais pourtant, la passion que le serpent avait eue pour lui devait assez rapidement lui revenir à l'esprit puis au cœur. La nuit du second jour, il était chez sa nouvelle blonde, on va dire, là, Toyo, sous le coup d'une légère ivresse, il dit en badinant « À vous qui avez été de longues années avez vécu à la cour, un campagnard comme moi va être insupportable. Dans ces nobles parages, vous deviez avoir une liaison avec quelque seigneur général ou ministre. À présent, je devrais vous détester. » Une espèce de blague de mauvais goût, là. Et quand Tomiko, à ce moment-là, a levé les yeux, et regardez qu'est-ce qu'elle lui a répondu. Elle dit « Oubliant le serment de jadis, vous accordez vos préférences à une personne aussi insignifiante, plus que moi, certes, c'est vous qui êtes détestable. » Celle qui parlait devant lui avait changé d'aspect entre-temps, et la voix était exactement celle de Manago. D'ailleurs, c'était redevenu Manago. C'est pas juste la voix, c'était son apparence dans son ensemble. Terrifié par ce qu'il entendait, les poils de son corps dressés d'horreur, il restait sur le coup de la stupeur, tandis que la femme poursuivait, souriante, avec un sourire machiavélique. « Mon cher époux, cette sorte de petit sourire baveux, là, tu sais, vraiment... point ne vous étonner, tu sais, arrogant. Bien que vous ayez vite fait d'oublier que vous ayez juré par les mers, prêté serment sur les montagnes, moi qui devais vous revoir, puisque tel était les liens du destin, vous avez cherché, coûte que coûte, tenant pour vrai les dires de gens mal intentionnés, à me tenir éloigné de force. Cela, ma rancœur vous le paiera de retour. Quelque élevée, là, se met plus menaçante, quelque élevée que soient les monts de qui, de votre sang, des cimes aux vallées, je les arroserai. Gardez-vous de faire périr par votre légèreté votre précieuse personne. Secoué par un tremblement incessant, avec le sentiment qu'elle était enlevée sur l'heure, Toyo était comme mort. Puis là, derrière un paravent, il entend « Madame, pourquoi vous fâchez? Une si heureuse rencontre. » Puis celle qui sortait en parlant ainsi, c'était Maroya, la servante. Cette vue, il fait à Toyo un nouveau choc. Il ferme les yeux, il tombe face contre terre. Tantôt rassurante, tantôt menaçante, il a eu beau lui parler à tour de rôle, il restait comme mort de la nuit jusqu'à l'aube. Grosse soirée. Fait que, rendu là, il a réussi à s'échapper de la chambre à coucher, puis s'adressant à l'intendant, il dit « Il se passe tel et tel événement effroyable. Comment fais-je faire pour m'en délivrer? Veuillez y aviser. » Il
il parlait en fait en baissant la voix, comme s'il pouvait derrière la porte écouter. L'intendant et sa femme pâlirent et se lamentèrent éperdus. Que faut-il faire en cette occurrence? Il y a ici ce moine du temple de Kuruma de la capitale qui vient tous les ans faire son pèlerinage à Kumano. Depuis hier, il loge au monastère de la montagne d'en face. Maître de la loi, fort efficient, il a la réputation de bien conjurer les maladies épidémiques, esprits possesseurs, parasites du riz et autres fléaux. C'est là qu'on voit que, encore là, non seulement au Japon antique, mais chez la plupart des anciens peuples et cultures, maladie mentale et possession, c'était pas mal que en dessous pour une pièce. Et puis même que, tu sais, on peut en dire autant des maladies elles-mêmes. Comme vous allez voir, c'est si tu es possédé, si tu as exemple, ou si tu as un gros choc émotif, c'était évident que tu allais tomber malade. Ils l'ont déjà dit, puis on va le voir aussi plus tard. Fait que, on peut dire dans un sens qu'il avait déjà beaucoup mieux compris le lien entre le corps et l'esprit, tant qu'à ça. Les émotions, notamment. Faisons venir ce maître de la loi. Fait que là, il a fait rappeler d'urgence et il arriva peu après. Comme on lui racontait toute l'affaire, notre maître de loi prit un air suffisant. Donc, un peu sûr de lui, là, il dit « Se saisir d'esprit ensorceleur tel que ceux-ci ne présente absolument aucune difficulté. Il faut vous tranquilliser. » À l'air détaché, dont il avait dit ça, nos heures se sentirent d'abord très soulagés. Le maître de la loi, tout d'abord, demandant de l'orpiment, on prépara une drogue liquide, la versa dans une fiole, puis il se dirigea vers la chambre à coucher, où se trouvaient bien sûr Manago et Maroya. Il raillait nos gens qui se cachaient apeurés. « Vieux et jeunes, il faut que vous restiez ici. Ce serpent, à l'instant même, je vais m'en saisir et vous le faire voir. » Ce disant, il alla de l'avant. Il ouvrit lentement la porte de la chambre. Le serpent était là, mais cette fois vraiment sous sa forme terrible, qui était comme plus celle d'un dragon qu'autre chose. Donc le serpent était là qui projetait sa tête dans sa direction. Cette bête, cette tête, quelles pouvaient être ses dimensions? Remplissant toute l'ouverture de la porte, elle étincelait, plus blanche que neige à l'oncerie. C'est vraiment un serpent, un dragon blanc. Les cornes, pareilles à du bois sec, donc c'est comme un serpent cornu, un peu comme un dragon encore là, ornaient... les cornes étaient comme du bois sec, puis il ouvrait une gueule de plus de 3 pieds, crachant une langue écarlate, en déployant une vigueur à ne faire qu'une bouchée de son adversaire. Poussant un cri de terreur, celui-ci laissa tomber sur place la fiole qu'il tenait à la main, ses jambes se dérobèrent. Il s'affaissa en roulant sur lui-même et réchappé à grand-peine, dit à l'adresse de nos gens « Quelle horreur! Cette être surnaturelle qui jette un mauvais sort, comment des moines sauraient le conjurer? Sans mes mains et mes pieds, certainement, j'y laissais ma vie. » Il fait comme dire ça sous le coup de l'émotion, puis en tant que première réaction, sauf que sur ces mots, il perdit connaissance. On vint à ce recours, on le releva, mais cependant, son visage et sa peau étaient comme couverts de peinture noire et rouge. Puis la chaleur qui la dégageait était pareille à celle qu'on éprouve quand on tendant ses mains vers un braisé ardent. Il semblait avoir été exposé à un souffle empoisonné. Un peu comme si c'était un souffle radioactif là, qui l'avait brûlé, mais tu sais, là, puis comme ça, il y a encore de la chaleur elle-même un peu radioactive, on dirait qu'il s'échappe des plaies, là, tu sais, ou de sa peau décolorée. Par la suite, seuls ses yeux bougèrent encore. Il parut vouloir parler, mais resta sans émettre le moindre son. On eut beau, entre autres choses, l'asperger d'eau. À la fin, il mourut. Première victime du serpent. Les gens qui virent ça crurent que leur âme ne tenait plus au corps et se lamentaient perdus. Toyo se ressaisit un peu. Même un maître de la loi aussi efficient n'a pas été capable de conjurer ce démon. Puisqu'il s'acharne à me tenir dans ses rets, il parviendra toujours à me trouver tant que je serai entre ciel et terre. Il n'est pas juste que pour préserver ma seule vie, je cause des souffrances à autrui. À présent, je ne m'en remettrai plus à personne. Soyez rassurés. Se disant cela, il s'en allait vers la chambre à coucher, comme un peu pour se sacrifier finalement. Les gens de l'intendant eurent beau lui dire « Mais c'est pas folie que cela! » Ils y allaient avec l'air de rien entendre. Quand il ouvrit posément la porte, il n'y a aucun tumulte, puis ils se trouvèrent... ils se trouvaient directement face à dans le fond, à Manago, là, ici que ça servant. Fait que là, elle lui dit « Dans quel esprit de vengeance avez-vous comploté avec cet homme afin qu'il se saisisse de moi? Dorénavant, si vous répondez à mes attentions par de la haine, ce n'est pas votre seule personne, mais tous les habitants de ce village que j'en ferai souffrir. Estimez-vous donc sincèrement heureux de ma fidélité et ne soyez pas volage. » Sa façon de dire ça, en minaudant, est excessivement déplaisante. Toyo dit
N'y a-t-il pas le proverbe, si l'homme n'est pas nécessairement disposé à faire de mal au tigre, le tigre, par contre, pense toujours à déchirer l'homme. Toi, mu par des sentiments inhumains, maintenant dans tes rêtes, tu m'en as fait voir je ne sais combien de fois de bien amers. Et la moindre de tes paroles est pour m'annoncer d'effroyables vengeances. Voilà qui est fort inquiétant. Mais après tout, ta passion pour moi ne diffère point de celle des humains. Et puis, ce que ces gens auront à souffrir tant que je serai ici me fait de la peine. Épargne seulement les jours de Tomiko, de sa promise, sa vraie blonde, dont elle avait pris possession. Tu comprends qu'elle était possédée par le démon. Quant à moi, emmène-moi n'importe où. Fait que là, en entendant ça, Manago avait l'air satisfaite, puis acquiesça d'un signe de tête. Toyo sortit en s'adressant à l'intendant. Puisqu'un être aussi vil se tient attaché à moi, risquer en restant ici de vous tirer des souffrances à tous serait absolument manquer de cœur. Si vous m'accordez sur le champ mon congé, la vie de votre fille n'en subira nul dommage. L'intendant, cependant, ne l'entendait pas, disons pas exactement de cette oreille. Regardez la réponse digne d'un vrai guerrier qu'il lui fit. Il dit « Si moi, conscient d'appartenir à une ligne de guerriers, je commettais une telle lâcheté, je rougirais de l'opinion des Oya, de la famille de Toyo. Nous trouverons bien un autre moyen. » Or, au monastère d'Ojoji de Komatsubara, il y avait un vénérable maître en conjuration, un certain moine Okai. Il était... en fond, c'est le beau-père qui continue en parlant de Toyo. Il dit « Il est âgé maintenant et ne sort plus de sa cellule. » Ai-je entendu dire. À moi, toutefois, il ne saurait en aucune façon opposer un refus. Cela dit, il monta à cheval et s'enfuit à toute hâte pour retrouver ce fameux très vieux moine-là. Comme la route était longue, il parvint au monastère au milieu de la nuit. Le vieux moine quitta, en se traînant à la cellule où il dormait, et quand il entendit le récit du visiteur, il dit « Voilà qui doit être terrible pour vous. Vieux et décrépit à présent, je ne pense pas que je puisse être fort efficient. Cependant, puis-je assister sans maudire au désastre de votre maison? Partez le premier, je vais venir tout de suite, moi aussi. » Puis ce disant, il prit une étole. Une étole, c'est comme une sorte de linge, de couverte, si on veut, là, mais un peu plus sacré, là, imprégnée d'encens au pavot. Il la remit à l'intendant en lui faisant probablement charger énergétiquement par une sorte de sort, ou plus exactement de bénédiction, là, si on veut. Puis là, il dit... Puis là, en donnant l'étole à l'intendant, il lui fait d'instantes recommandations, sont plus précisément celle-ci. « Amadouez la bête et laissez-la approcher. Jetez-lui ensuite cette étole sur la tête et maintenez-la étendue à terre en appuyant de toutes vos forces. Si vos bras faiblissent, il est à craindre qu'elle ne prenne la fuite. Concentrez-vous bien et agissez avec soin. » L'intendant, rempli de joie, rentra en faisant voler son cheval. Fait que, rendu chez lui, discrètement, il rencontre Toyo, il lui transmet ces instructions-là, puis il dit « Ces choses, faites-les bien !» en lui remettant l'étole. Toyo la cacha sur son sein, donc en dessous son épaule, si on veut, puis elle est dans la chambre à coucher. L'intendant vient de m'accorder mon congé. Allons, mettons-nous en route. Il fait croire qu'il va partir avec un Manago, là, fait qu'elle était là, l'air tout joyeux, quand, tirant l'étole, il la déployant la tête là, il la jette directement et très rapidement sur la tête, puis de toutes ses forces, il la maintient étendue par terre. « Ah, je souffre! Pourquoi es-tu si cruel? Lâche-moi donc un moment! » criait-elle, mais lui, autant que lui permettait ses forces, il appuyait de plus belle. Il la maintenait. Le palanquin, tu sais, l'espèce de petite voiture, là, tu sais, des espèces de calèches antiques pour transporter justement des nobles ou des moines, du moine Okai, ne tardait pas à faire son entrée. Soutenu par les gens de l'intendant, parce qu'il avait peine à marcher, il arriva sur les lieux tout en récitant des incantations à mi-voix et en détachant chaque syllabe. Il faisait vraiment attention de bien prononcer il savait exactement, manifestement, quelles incantations faire. Il fit reculer Toyo. Rendu là, il retira l'étole. Il vit alors sous le corps de Tomiko, la promise, la blonde là, de Toyo qui avait été possédée, qui était étendue sans connaissance. Là. Donc, sur son corps, il vit un petit serpent blanc de plus de 3 pieds, lové, comme ça, là, sans mouvement, comme endormi. Là. Le vieux moine le saisit et le déposa dans un bol en fer qu'un de ses disciples lui présentait. Comme une fois encore, il restait des incantations. Il conseillait les incantations. Là. Ben, de derrière, auparavant, sortit en rampant un petit serpent long
long d'un pied à peine. Ça, c'était évidemment Mère Royale, la servante. Il le saisit lui aussi, le déposa dans le bol, scella soigneusement ce dernier au moyen de l'étole. Tu sais, comme tu mets un bol, tu mets une couverte dessus, puis avec un élastique autour, quelque chose, pour le faire venir. Et tandis qu'il remontait dans son palanquin, l'assistance, les mains jointes et versant des larmes, le saluait avec respect, qui a apporté les deux serpents dans leur bol, dans son palanquin, jusqu'au monastère. Puis de retour au monastère, il fit creuser profondément devant le temple, un gros trou, là. Il fit enfouir les serpents tels quels dans leur bol, en leur interdisant de reparaître en ce monde pendant une longue période. Puis d'ailleurs, n'existe-t-il pas encore de nos jours un certain tertro-serpent au Japon? On va faire des recherches, voir si c'est vrai. La fille de l'intendant, toutefois, la pauvre petite Tomiko, finit par tomber malade et trépassa. Tandis que pour Toyo, la tradition rapporte que sa vie n'en subit nul dommage. Bon. Là, on serait rendu à la partie discussion. Parce que vous me dites, ouais, mais c'est que tu t'en vas, Charlot, avec une histoire à dormir debout comme ça, un vieux conte médiéval japonais. Puis là, tu veux. Puis là, au-delà des liens qu'on pourrait faire avec telle ou telle femme, on va y aller plus philosophique, plus général, plus fondamental, plus existentiel. Si vous n'avez pas lu ou pris connaissance de mon livre qui dit intitulé Oui, il y a autre chose, OK? Ben, je vais en mettre le lien dans la description. Vous pourrez cliquer ça, lire ça, c'est gratuit. Et que j'accepte bien sûr les contributions. Mais vous irez à la fin, là, dans la section où est-ce que je présente des liens, puis vous verrez, il y en a une couple sur des expériences de mort imminente, là. Des preuves de ça, puis des vidéos de ça, c'est plus ça qui manque. Là. Autrement dit, de personnes qui, alors qu'ils sont sur le point de mourir, tu meurs un instant, tu es donné pour cliniquement mort, mais tu reviens. Puis là, on dit, ouais, la personne a vu un grand couloir, ou un trou, une lumière blanche, blablabla. Mais c'est pas ça qui est intéressant là-dedans. C'est qu'il y a de plus en plus de témoignages que là, l'esprit, finalement, de la personne qui s'est à ce moment-là détaché du corps, est encore conscient, voit encore la chambre d'hôpital, okay? Exactement comme dans le cadre de ce qu'on appelle un voyage astral. Puis elle peut dire des détails. Par la suite, en revenant dans le corps, tu comprends? Elle va dire, ben oui, tel médecin, il y avait telle montre ou il y avait tel élément de son vestimentaire où ils ont fait telle chose sur mon corps. OK? Là, où vous doutez, vous croyez, c'est pas mon maudit Christi de problème, là, si vous voulez nier ce genre de fait-là. Sauf que ce genre de fait-là est excessivement fondamental parce qu'il revient à remettre en question de façon excessivement fondamentale ce qu'on nous appelait à l'école, là, qu'on est juste des êtres de chair et d'os là, et de molécules, puis donc on est ce qu'on appelle le matérialisme là, à ce niveau-là. La pensée, la conscience, des neurotransmetteurs dans le cerveau, là, puis c'est des petits neurones, puis c'est de la viande, dans le fond, tu comprends? Puis quand tu meurs, ben, tu pourris, puis t'engraisses le sol, puis that's it. Bon. Fait que, tu sais, bon, quand tu catches ça, que l'âme existe, ben là, d'un, peut-être bien que ça se peut qu'elle se réincarne, hein? Puis de deux, qu'on serait donc essentiellement des êtres à la base non matériels, on va dire énergétiques ou spirituels, blabla, on pourrait parler bien longtemps, mais c'est pas ça. Ben là, ça ouvre la porte à quelque chose. Ce qu'on appelle la maladie mentale, exemple. C'est-tu vraiment juste un désordre techniquement juste cérébral? Ou ça, c'est juste l'effet plutôt que la cause? C'est juste la matérialisation dans la chair de quelque chose qui se passe en amont, à un niveau plus spirituel, justement. Comme presque tous les peuples anciens, c'était une évidence pour eux. Là, maintenant, on va qualifier ça de primitisme, d'esprit primitif ou de tribalisme. Mais c'est parce que là, la science moderne, en fait, rejoint ça. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon dans la science moderne. C'est que la réalité, la vérité, est, en cela comme en toute chose, est complexe, est multidimensionnelle, en passant. Okay? C'est une façon des plus essentielles, des plus cruciales et centrales pour l'existence humaine de le constater. Mais là, imaginez-vous, on est des âmes, tu sais qu'on va essentiellement... qu'on peut, hein, que certains vont quasiment pouvoir voir, encore plutôt voir l'émanation, la manifestation de cet âme-là sous forme d'aura, mais tu sais, qui habite des corps physiques.
Là, déjà, je sais que je viens de perdre 3 quarts entre vous, mais c'est pas grave, c'est aux 25% qui reste que je parle. Puis, tout est un. Je veux dire, des ondes, de l'énergie, il y en a partout autour de nous. Fait que la fameuse thèse et théorie ancienne que la maladie mentale, la possession, c'est, disons, relié, sans dire que c'est tout un ou tout l'autre. D'ailleurs, avec ma dernière conjointe, c'est des choses dont on parlait, justement, je ne sais pas si vous avez vu le film L'Exorcisme d'Emily Rose, ou même le film L'Exorcisme en tant que tel. C'est vraiment des bons films pour explorer ça, cette... c'est sans dire, il y a juste la perspective classique religieuse antique là, de la possession qui est vraie, ou il y a juste la version psychiatrique, psychologique des maladies mentales, du DSM, tout ça qui est vrai. Peut-être un peu. Peut-être que les deux ont du vrai, ont du bon, puis ça se rejoint à quelque part, puis il y a une sorte de no man's land, d'espèce d'étrange zone grise entre les deux. Tu comprends? Ça, c'est intéressant. Si je pourrais, tu comprends, là, m'épivarder comme ça, a pu finir. Mais tu sais, juste pour faire le lien avec, je ne sais pas si vous avez vu mon vidéo, l'extrait que j'avais partagé à un moment donné des vidéos de Denis Jutras, okay? Qui parle de ça, des niveaux d'élévation d'énergie. Parce qu'on a, autrement dit, la conclusion de ce que je viens de dire de tantôt, la résultante, c'est qu'on est des êtres énergétiques, des êtres spirituels, qui sont dans une sorte de grosse soupe énergétique et spirituelle, où est-ce qu'il y a d'autres esprits qui vont être en contact avec nous aussi, puis qui peuvent nous influencer, puis qui peuvent même un petit peu pas mal. Rendu là, c'est-tu de la possession? C'est pas de la possession, c'est quel genre d'énergie t'habite, quel genre d'esprit est-ce que tu accueilles, de quel genre de taux, de vibration est-ce que tu émets, quel genre de fréquence, de longueur d'onde que tu es, puis parce que rendu là, qui se ressemble, ça semble, vous voyez genre? Bon. Comme dans la vraie vie. Fait que, de là, j'arrive à ce que disait Denis Jutras, qui décrivait ça sous une forme un peu pyramidale, en disant, tu as le bas astral, en bas, ça, c'est les êtres les plus, et fréquences les plus basses, OK, puis qui peuvent être typiquement démoniaques, mais aussi, c'est les âmes errantes, les âmes qui ont, tu comprends, qui... tu sais, moi, j'ai récemment mon beau-père qui est décédé. C'était un homme excessivement avancé au niveau spirituel, tu sais. Puis ma mère l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Fait que c'est comme si on a tout eu le sentiment, la certitude que à cause de ça, puis parce qu'il était prêt, il connaît à affronter la mort, il savait dans quoi il s'embarquait. C'est comme si c'est clair qu'il a pu faire le switch facilement. Fait que là, il est allé dans les hautes sphères, pas du bas astral, comme une âme errante qui a manqué ça, le bateau, mais dans dont le haut astral, ou etc. C'est un peu comme en bouddhisme ou en hindouisme, ils vont dire, tout dépendamment de comment tu vis, mais aussi comment tu meurs, justement, c'est là qu'on va voir à quel plan que tu vas te réincarner après aussi. Des plans des devas, là, ou des dieux, si tu veux, ou un plan un peu intermédiaire, ou celui qui est quasiment démoniaque. Tu sais, je sais pas, ça va rejoindre aussi le film Ghost. Je sais pas si vous aviez vu ça, là, tu sais, quand voulant dire, c'est pas donné à tout le monde, là, quand tu meurs, tu sais, si la lumière est là, de prendre cet appel-là, surtout si tu es encore attaché à toutes sortes de blessures ou de quêtes non réglées au niveau de ton expérience humaine. Bon, mais, vous voyez ce que je veux en venir, c'est que tu as des plans. Denis Jutras, il décrit vraiment bien le bas astral, le haut astral, mais tu as même en haut tout ça. Ça monte, là, ça n'a même pas rien que baisser vers l'enfer. Ça monte dans le sens le supramental, puis ultimement la source. T'sais. Quand on comprend ou qu'on voit ça de même, comprenez-vous que les humains, là, c'est un humain, c'est pas un démon, c'est relatif. C'est encore drôle. Ça dépend de comment tu le vois. Parce que au-delà de juste la chair, ben oui, il y a un nez. C'est quel genre de fréquence que tu habites, quel genre de fréquence qui t'habite. Vous comprenez? Ben là, c'est qu'est-ce qui est vraiment plus pertinent? C'est de parler de si tu as 2 yeux puis une bouche. Donc en apparence, hein, comme dans l'histoire de Manago, ben oui, j'ai une apparence pleinement humaine tant qu'à ça. Ouais, mais qu'est-ce qui était vraiment important? C'est de voir comme le vieux moine voyait, lui, il dit, je vois bien en arrière de ton masque, de ta beauté d'emprunt. Tu sais, comme ceux qui peuvent voir l'aura, justement, puis dire,
appelle ça comme tu veux, t'es possédé, t'es un démon, blablabla, mais t'as une âme noire, fille ou gars, tu comprends? Mais ça serait donc le fun, hein, si on était tous capables de voir ça, d'avoir, de guiser, de renforcer ce fameux troisième œil, hein, qui souvent va être tellement voilé par, l'amour, ou des considérations idéologiques, exemple. Ah oui, lui là, il fait des bons vidéos. Lui, c'est un bon influenceur. Lui, c'est un bon politicien. Ouais, mais oui, il dit des belles paroles, il t'en firoie lui aussi, mais son âme, elle est de quelle couleur, elle? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux, je veux dire, entre les deux jambes? De quel bois qui chauffe à ce niveau-là? C'est en arrière du masque, il y a quoi? T'sais? C'est ça, là, la question en ce monde, de vivre en ce monde. Tu comprends? C'est bien plus que juste. Ouais, c'est parce que je suis en train de faire référence à telle expérience que j'ai vécue. Ou si t'as inclus un compte, pourquoi? Non, c'est parce que là, je pense que je n'ai jamais rien dit d'aussi important, en gros. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais avoir regardé ça dans les commentaires à l'instant. Fait que, à plus. Merci, salut.